Les esclaves, tout heureuses de retourner dans cette ville où le soir on murmure des chansons d'amour, se hâtèrent de monter en selle. La caravane, silencieuse et triste pendant la nuit, s'éparpilla en gais tourbillons sur la route humide. Les cris de frayeur se changèrent en exclamations joyeuses, et le soleil jeta à profusion ses rayons sur cette troupe de femmes jeunes, vêtues de manteaux aux nuances vives, coiffées de voiles blancs, radieuses, épanouies comme les fleurs des prés sur lesquels elles piétinaient sans pitié. Gull était moins gai qu'en revenant, à l'inverse de ses esclaves. Maintenant que le jour l'éclairait, les incidents de la nuit, avec leur apparition mystique, lui semblaient plus vagues, presque insaisissables. Elle se demandait si tout ce qu'elle avait ressenti n'était pas un effet de son esprit troublé par ce voyage nocturne, et si l'homme sur le bras duquel elle s'était appuyée, avec lequel elle avait osé parler à visage découvert, n'était point réellement un simple envoyé de la Hanoum. Quand la jeune fille posait la main sur son cœur si tranquille la veille, tout palpitant aujourd'hui, elle sentait qu'un sentiment nouveau, inconnu, en avait pris possession. Elle n'analysait pas encore ce qu'elle ressentait, son trouble, son agitation au souvenir d'un regard humide, d'une pression de main. Elle n'osait encore l'attribuer à l'amour. Elle ne voulait pas s'avouer vaincue si vite, si à l'improviste. L'invincible, la noble et fière musulmane, qui jusqu'alors avait repoussé tous les hommages, pouvait-elle consentir à reconnaître que depuis quelques heures son cœur et sa pensée ne lui appartenaient plus? Et à qui pensait-elle? À un ange céleste? Ou bien à un vulgaire courrier mandé par Fatma Hanoum? Non. Cet homme à la parole brève, auquel tout le monde obéissait, qui trouvait pour elle seule une voix tendre et un doux regard, ne pouvait être un homme ordinaire. Ne l'avait-il pas avoué du reste? Il dominait tous les autres musulmans, et le cheikh, Islam lui-même, était au-dessous de lui. Si ce n'était un ange, qui était-il? La pensée que ce pouvait être le sultan n'effleura même pas Gul Hanoum. Habituée depuis 10 ans à entendre parler d'Abdul-Medjid comme du plus austère des souverains ottomans, elle se le figurait presque un vieillard. N'ayant jamais vu son portrait, elle ignorait qu'il fût beau et le croyait enfermé dans son konak de brousse, aussi invisible pour ses sujets que la sultane validée. Le soupçon qu'Abdul-Medjid pouvait chevaucher en pleine nuit sur la route déserte de Moudiana à la poursuite d'un harem ne serait jamais venu en tête à Gul Hanoum. Il lui paraissait plus plausible qu'un ange fût venu à son secours du haut du ciel musulman que le sultan Abdul-Medjid de son palais de Brousse. La jeune fille dont les joues et l'abaya étaient roses comme son nom, Gul Hanoum préférait porter cette couleur à toutes les autres nuances, galopait au milieu de ses esclaves, les éclipsant par sa beauté, la richesse de son manteau brodé d'or, ainsi que la reine des fleurs éclipse toutes ses compagnes. La nourrice, rassérénée, lui souriait de loin sans se douter que cette belle créature venait d'être blessée au cœur et pâlirait bientôt sous les tortures morales qu'inflige la passion à l'âme qu'elle a pu saisir. Ce n'était plus la campagne hérissée de noirs rochers, de mousses vertes, de plantes grimpantes, ouvertes de larges prairies ou coupées de ruisseaux argentés que regardait la jeune fille. Le tableau qui l'avait frappé si vivement la veille passait sous ses yeux maintenant sans attirer son attention. Et pourtant, par cette belle matinée de mai, la route de Brousse était 1000 fois plus admirable que par la nuit sombre. Inquiète au moindre bruit, rougissant au moindre appel, distraite et le regard indécis, Gul Hanoum ressentait les premières atteintes du mal qui ronge les jeunes cœurs. Ne jouissant plus du cadre merveilleux dans lequel l'entourait la nature, indifférente à tout,
Or la pensée unique qui l'obsédait, le rire de ses suivantes, les bonnes paroles de sa nourrice, le galop rapide de son cheval arabe, ne pouvaient la distraire de la vision qui passait sous ses yeux. Voilà Brousse et ses maisons aux toits de tuiles rouges, s'écria Nazik lorsqu'au détour d'une allée de platanes, la petite ville apparut au-dessus d'un rideau de verdure. Je suis contente de rentrer au harem. Et Fatma Hanoum, Izzeddin Effendi ne m'inquiète guère à cette heure. Les reproches les plus amers ne seront rien auprès des angoisses que j'ai passées cette nuit. Les femmes ne doivent point sortir à partir du coucher du soleil. La loi musulmane le prescrit, et quiconque lui désobéit est bien vite puni. Allons mes filles, un dernier coup de cravache à vos montures, nous voilà aux portes du harem. On n'était plus qu'à une trentaine de mètres du konak, loué par Izzeddin. Les esclaves, fatiguées d'une longue chevauchée, ne demandèrent pas mieux que d'arriver vite. Elles pressèrent l'allure de leurs chevaux, entrèrent dans la cour où les domestiques, étonnés d'un si prompt retour, vinrent prendre leurs brides et les aider à descendre. Malgré le beau soleil qui brillait, à travers les légers grillages, on ferma tous les rideaux intérieurs. Les lits furent sortis des armoires et étendus sur les nattes des grandes salles d'attente. Nazik ordonna qu'un bon déjeuner fût servi sur les grands plateaux recouverts de toile cirée, les esclaves pouvant se coucher après le repas et dormir jusqu'au soir. La nourrice de Gulanoum avait, on le voit, une tendance très prononcée pour le repos et un culte profond pour le sommeil. Il est vrai que, par les chaudes journées de mai, une sieste de quelques heures est de rigueur, et si l'on frappait à la porte d'un harem en plein midi, on serait sûr de le réveiller en sursaut, ni plus ni moins qu'au beau milieu de la nuit. Toutes les femmes se déshabillèrent, elles échangèrent leur entaré de toile et leur abaé brodé contre une grande simarre blanche, assez semblable aux tuniques portées par les dames romaines, vêtements flottants et transparents que les Turcs adoptent à la campagne à la place de leur féredjé. Et la seconde prière ayant été dite, les esclaves s'étendurent les unes à côté des autres sur les matelas recouverts de draps en gaze de brousse et s'endormirent bientôt d'un pesant sommeil. Chapitre 15. Abdul Medji était rentré au konak profondément énervé, d'une humeur massacrante. Sa santé délicate, les émotions, et ni les unes ni les autres ne lui avaient manqué cette nuit-là. Voir Gul Hanoum si près de lui, sentir cette âme jeune s'ouvrir à un amour qui ne pouvait que lui devenir funeste, c'en était plus qu'il ne fallait pour abattre le sultan. Il avait espéré que son admiration pour la jeune Turque se bornerait à un sentiment paternel. C'était dans cette intention qu'il était parti à cheval quand il avait vu le temps s'assombrir. L'idée de la sauver d'un danger guidait ses pas, et s'il eût pu deviner que son apparition ferait une impression profonde sur Gulanoum, peut-être ne serait-il pas parti, préférant remettre à Allah le soin d'une vie si chère que de la briser à jamais dans une passion malheureuse. Jusqu'alors le sultan n'avait jamais réfléchi que ces femmes pouvaient souffrir de son indifférence et de son abandon. Semblables à des fleurs qu'on lui présentait et dont le parfum suave l'enivrait un jour, il les rejetait le lendemain sans souci. Mais quand il vit Gulanoum lui sourire, le regarder avec cette expression de tendresse à laquelle on ne peut se méprendre, quand il se sentit aimé et qu'il se rappela la douce vision du bain turc, cette beauté parfaite, il eut peur. Il sentit tout ce qu'il apportait de chagrin dans ce cœur exempt de douleur, dans cet esprit naïf. Pouvait-il jamais espérer conduire la fière Gul Hanoum dans son harem, où la pudeur était exclue, où la jalousie, la tyrannie des sultanes ne l'auraient pas épargné? Lorsqu'il se trouva seul dans sa chambre, aux lambris de satin rouge,
Étendu sur un sofa en soie de Chine, Abdul-Medjid se compara au plus pauvre de ses sujets. Il aimait pour la première fois de sa vie. Il sentait que la femme, cet être inférieur à l'homme, peut devenir tout à coup le but d'une existence blasée. Il voyait le bonheur à 2 pas de lui, et il lui était défendu d'étendre la main pour le saisir. Il n'avait pas le droit, comme son poète faillide, de donner à celle qu'il aimait son toit, son nom, sa fortune. Le déshonneur était tout ce qu'il pouvait offrir. Le sultan dépendait de ses femmes, de ses eunuques, de ses lois, et ne pouvait secouer le joug sous lequel l'enchaînait sa royauté. Il est moins libre que le dernier des musulmans. Son front dans sa main, accablé par un mal étrange, aussi nouveau pour son âme lassée que pour l'âme virginale de Gul, Abdul-Medjid riait d'un rire amer. À quoi sert le pouvoir, se disait-il, quand il ne peut vous procurer la plus douce des jouissances, le plus cher des trésors? À quoi sert la gloire quand elle ne rayonne point sur le front aimé? Et qu'est-ce donc la vie quand elle s'écoule loin de celle qu'on adore? Être sultan le plus riche, le plus révéré, et envier un pauvre poète proscrit, ignoré, avec lequel on échangerait volontiers sa puissance et son royaume. Pourquoi ai-je suivi cette jeune fille, reprenait-il. Ai-je pu oublier pour un instant toutes les chaînes qui me retenaient sur le trône, tout aussi puissamment que les chaînes qui entravent le galérien maudit? Pourquoi m'a-t-elle demandé qui j'étais? Et pourquoi ai-je eu la faiblesse de le lui laisser deviner? Ne va-t-elle pas souffrir à son tour, la chère âme, en voyant la distance qui sépare Abdul-Medjid, possédant 7 femmes légitimes, 300 esclaves, de la fille chaste, pieuse du cheikh Islam? Heureusement, elle ignore que je l'aime, que je l'ai vue de loin et que j'en suis tout frémissant encore. Elle ne me reverra jamais plus sans doute, et m'oubliera. C'est le parti le plus sage à prendre. Oui, ne plus la revoir. Allah permettra seulement que je la voie en rêve. Le sultan s'était étendu sur les coussins, mais avant de dormir, il vida une coupe de vin de Shiraz qui se trouvait à sa portée sur un guéridon de laque incrusté d'or. C'était au fond de sa coupe qu'Abdul-Medjid espérait puiser l'oubli et le sommeil. Un coup frappé discrètement à la porte du sultan le réveilla en sursaut au milieu de ses pensées. « Entrez » cria-t-il. L'aga de confiance de sa majesté, le nègre Vassif, entra dans la chambre. « Sire, dit-il après avoir salué humblement, un courrier de Stamboul vient d'arriver en toute hâte au Konak. Il est porteur d'un message de la validée sultane. C'est bien, fais-le monter. » Et sans quitter sa pose nonchalante, Abdul-Medjid attendit le nouveau venu. C'était le Kiz Agassi, ou chef des eunuques, une puissance redoutée au palais, qui souleva la portière de Damas et vint poser ses lèvres lipues sur le bord de la houppelande de sa majesté. Le sultan ne put s'empêcher de froncer le sourcil en le voyant. Dans la disposition d'esprit où il se trouvait, rien ne pouvait lui être plus désagréable que la visite du gardien de son harem. Aussi répondit-il à ses saluts et à ses phrases emphatiques par un accueil fort peu aimable. « Ah ça, Halim Bey, qu'est-ce que tu viens m'apprendre de nouveau ? Une épidémie m'a-t-elle délivré de toutes les colombes qui emplissent mon palais et le transforment en colombier ? Auront-elles bientôt fini de gémir, ces femmes inutiles ? Surtout ne me parle pas d'elles. Un mot seulement de mes fils ou de ma mère. » Son Altesse, la validée sultane est fort souffrante, répondit l'eunuque,
un peu interloqué par cette singulière réception. Quant au prince, il se porte bien grâce à Allah. Mais ce n'est même pas de sa santé dont s'inquiète l'auguste validé. Elle ne pense qu'au bonheur et à la gloire de votre majesté. Eh bien, interrompit Abdul Medji, visiblement impatienté. Son Altesse rappelle à votre majesté que la semaine prochaine commence le saint mois de Ramazan et que sa présence est urgente à Stamboul. Je le sais. Et après? Elle lui annonce encore que la veille de ce long jeûne, et pour obéir aux coutumes musulmanes qui lui sont si chères, son Altesse quittera le sérail, accompagnée d'une délicieuse esclave bulgare, achetée récemment 1000 kezatschiers à Nedjehanoum, et l'amènera à votre majesté au kiosque de Top Année pour fêter le 20e Candil Exégétie de son illustre règne. Que la validée sultane se garde bien d'en rien faire, s'écria Abdul Medji pâle et les yeux animés, en se levant subitement du sofa où il reposait. Non, je ne veux pas d'esclaves, pas de fête, pas de bruit ni d'éclat. On illuminera les mosquées, je m'enfermerai pendant le Ramazan dans mon kiosque de Bellerbey. Sire, osa murmurer le Kiz Agassi, votre majesté sera le premier sultan qui négligera cet usage. Je serai le premier, je le sais, Halim, mais je te l'ai dit et rien ne me fera changer d'avis, il n'existera plus désormais pour moi de mariage annuel de Top Année. Hélas, que la validée sultane sera triste de cette décision, elle qui, depuis 3 mois, fait instruire avec 1000 soins la charmante femme qui vous était destinée, et à laquelle les sultanes ont toutes fait déjà de splendides cadeaux, se dépouillant de leurs bijoux pour qu'elle soit digne de plaire à leur auguste époux. Tais-toi, Halim. Pas un mot de plus à ce sujet. Pas un mot sur cette fille. Je ne veux pas la voir. Que ma mère la garde pour esclave, je lui enverrai les 1000 kezatschiers qu'elle a coûtés. Le Kiz Agassi restait stupéfait. Il se demandait si sa majesté avait tout son bon sens et n'était pas sous l'influence de quelque boisson alcoolique. Il jeta un regard machinal sur la coupe de Shiraz à moitié vide et crut trouver en elle la raison de l'extrême agitation dans laquelle se trouvait son auguste maître. Je dirai à la validée sultane ce dont votre majesté vient de me charger, dit l'eunuque en se retirant. Point de fête, point d'apparat, et surtout point de femme. Oui, pas de femme, accentua le sultan. Pour le moment, pensa Halim Bey, sa majesté reviendra sur sa résolution, j'en suis bien certain. Le Kiz Agassi se retira, tout fier de son ambassade, quoiqu'elle eût complètement échoué. Halim n'était point un parfait diplomate, et sa fatuité lui faisait croire facilement à des succès qu'il était souvent bien loin de remporter. Au palais du sultan, le Kiz Agassi est une éminence. Il n'est point de ministre ou de pacha qui ne s'honore de le connaître et de lui serrer la main. Il porte sur sa poitrine le grand cordon du Meïdjdié, ni plus ni moins qu'un ambassadeur, et dans les grandes cérémonies, il se place immédiatement derrière le trône du sultan. Cet être noir, au corps difforme, au visage épais, à l'expression brutale, représente le harem dont il a la clé et qu'il gouverne presque autant que sa majesté. Les beautés blanches et parfaites, commandées par le plus affreux des nègres, telle est la singulière coutume établie par les musulmans. On était donc à la veille du Ramazan. Le sultan avait donné des ordres pour son prochain départ de brousse et un magnifique vapeur, parti de Stamboul, devait venir le prendre à Moudania. Faïd Bey avait été envoyé à Constantinople par le sultan afin de surveiller l'installation provisoire qu'on allait faire à Tokat, petit kiosque isolé au pied du mont Géant où sa majesté voulait passer les fêtes du Bairam
et le mois qui suit le Ramazan. Abdul-Medjid, triste et morose plus que jamais, jaloux, sans s'en rendre compte du pauvre poète qu'il trouvait plus heureux que lui, l'avait éloigné, non dans le but de se rapprocher de Gul, en éloignant un confident importun, mais pour s'isoler au contraire de tout ce qui pouvait lui rappeler la jeune fille. Il n'avait pas cherché à voir Fatma Hanoum. Il ne s'était pas enquis si Gul Hanoum habitait encore Brousse ou si elle avait continué son chemin vers Moudania. Faïd Bey se désolait donc bien à tort, comme tant de naïfs amoureux, en pensant que tout espoir était perdu pour lui et que Gul et le sultan vivaient exempts de soucis et d'inquiétudes. Chapitre 16. Quelques jours après son retour à Brousse, Gul Hanoum était allé rendre visite à la Hammam Jina. Il lui semblait que son voyage précipité, l'annonce de l'arrivée de son père qui ne s'était pas justifiée, et mille autres circonstances fortuites qu'elle se rappelait maintenant, l'embarras de Nazik, sa nourrice, quelques mots échappés étourdiment, n'étaient pas naturels. Une semaine auparavant, la fille du cheikh Ul Islam, indifférente aux émotions, ne se fût pas aperçue de tout cela. Aujourd'hui, inquiète et tourmentée, elle cherchait partout l'énigme de ce voyage où d'étranges cavaliers lui étaient apparus. Fatma, qui n'avait envoyé personne au secours de la caravane, avoua en balbutiant qu'elle ne savait ce que cela voulait dire. Osman, l'eunuque, n'ayant pu voir le visage des deux seigneurs, lesquels étaient partis pendant que tout le monde dormait. « Ce sont peut-être des revenants, dit la vieille femme avec une terreur superstitieuse. Vous savez que le cimetière d'Eskissérail, qui touche au konak du sultan, est rempli d'esprits. Je ne crois pas que les morts reviennent, dit Gul, impressionné par une semblable supposition. Ce serait plutôt... Quoi donc? La jeune fille n'osa dire des envoyés célestes. Elle reprit timidement. Quelque effendi de Brousse qui nous aura vu passer et sera accouru à notre aide en voyant venir l'orage. Fatma secoua la tête. Elle était aussi sûre que Gul Hanoum qu'aucun habitant de Brousse ne se serait permis de commander aussi impérieusement aux aptiers et aux eunuques envoyés par la Hammam Jina. Pourvu que ce ne soit pas... Mais non, reprit la vieille, chassant une pensée importune. Ce serait contre tous les usages et surtout contre sa nature indolente. Inutile de dire que Fatma venait de penser au sultan. Et que vous importe ceux qui sont venus à notre secours, dit l'insouciante nourrice Nazik Hanoum. C'est Allah sans doute qui aura inspiré ces deux fidèles. Ne vous perdez pas en conjectures, Fatma Hanoum, c'est inutile. Désespéré de ne rien apprendre de ce côté, Gul consentit à accompagner les esclaves au Bostan, jardin potager, où l'on devait déjeuner dans un délicieux pavillon. Fatma suivait les jeunes filles, appuyée au bras de Nazik. « Je vais vous adresser à mon tour une question, Hanoum, fit tout à coup la nourrice. Maintenant que vous semblez voir avec moins d'angoisse le séjour de Gul Hanoum à Brousse, pourriez-vous me dire quel était ce grand danger qui la menaçait? Tu veux le savoir absolument, nourrice, dit la vieille femme, dont le regard hautain dévisagea l'arménienne. Eh bien, je vais te le dire pour que tu veilles sur ta maîtresse et la protège quand elle sera à Constantinople. Connais-tu rien de plus despotique, de plus terrible, de plus éphémère que l'amour d'un sultan? Ne sais-tu pas que les sultanes sont 1000 fois plus à plaindre que la dernière des filles du peuple? Je le sais. Pour elles, plus de liberté, plus de bonheur. Enfermées au palais comme des criminels, surveillées avec jalousie, le luxe dont elles sont entourées ne sert qu'à faire ressortir leur infortune. Elles peuvent être comparées à ces otages précieux
que les anciens vainqueurs traînaient à leurs chars et qui devaient mourir sur la route pour avoir osé leur plaire une heure. Eh bien, ce sort qu'aucune femme turque n'envie est réservé à Gülhanum, si tu n'y prends garde. Le sultan l'a vu et l'aime. Le sultan, balbutia la nourrice anéantie. C'est donc lui qui est venu à Yedi Agaç? Oui, malgré l'obscurité, quand il s'est avancé vers moi pour me soigner, j'ai cru le reconnaître. Tais-toi, fit Fatma en serrant le bras de Nazik et l'arrêtant. Que Gülhanum ne se doute jamais qu'Abdul Medji l'adore. Non, elle ne le saura pas. Du moins, pas par ma bouche, murmura la nourrice effrayée. Hélas, comment sa majesté a-t-elle pu ressentir une passion semblable? Elle n'avait jamais vu Gülhanum, je suppose. Oui, elle l'avait vu au bain, il y a 8 jours. Tu as peut-être ouï dire qu'il existe des corridors secrets et une lucarne placée dans la salle du hammam. Allah! Mais c'est donc vous, Fatma, qui avez donné au sultan la clé de cet observatoire maudit. Oui, c'est moi, je l'avoue. Je pensais que Sa Majesté me ferait prévenir de sa visite selon l'étiquette ordinaire. Je voulais lui faire voir une jeune esclave chiotte que j'ai à vendre. Vous savez que nous n'avons d'autre distraction que celle d'élever et de vendre des esclaves. Eh bien, le sultan est arrivé tout à coup, juste comme Gülhanum venait d'entrer dans l'étuve. Je n'ai pas pu lui refuser mes appartements. « Il a vu ma jeune maîtresse au bain, malheur !» s'écria Nazik, en se meurtrissant les joues, en se frappant le front, ce qui est le paroxysme de la colère ou du désespoir chez les musulmanes. « Vous avez raison, Hanoum. Il faut éviter que Sa Majesté la revoie. » Je viens d'apprendre par Halim Bey, le Kiz Agassi qui a bien voulu ce matin me faire visite, que le sultan part demain pour Stamboul. Grâce au ciel, surtout nourrice, ayez de la prudence. Que Gülhanum ignore les sentiments de Sa Majesté. Les jeunes filles sont parfois si bizarres. Non, elle ne saura rien. Ma chère Gül, la favorite du sultan, plutôt la voir morte à mes pieds. Pendant que les deux femmes parlaient ainsi, les esclaves et Gülhanum couraient dans les allées du jardin ou se balançaient tour à tour sur l'escarpolette attachée à de vénérables platanes. Rien n'est plus gracieux que 2 femmes jeunes, jolies, avec un voile blanc, un manteau flottant, comme en portent les Turcs, debout sur une balançoire, face à face, et faisant voler bien haut la planche fragile qui les soutient. Le vent s'engouffre dans leurs jupes chaque fois qu'elles s'inclinent pour lui imprimer un mouvement plus vif, et elles poussent de petits cris joyeux en se voyant arriver à la première branche des arbres, passe-temps bien innocent, dont raffolent les musulmanes. Les visites en Orient se prolongent quelquefois plusieurs jours. Elles ne durent jamais moins de plusieurs heures. Après le déjeuner et la sieste, Fatma Hanoum décida qu'on irait dîner dans une vigne qu'elle possédait aux environs de Brousse et qu'on reviendrait le soir à la clarté des torches portées par les eunuques. Les chansons et les danses occupèrent largement la soirée. Gülhanum, en sa qualité de missage, hôtesse, fut couverte de fleurs. Sur ses beaux cheveux dorés, on posa une guirlande de roses. Autour de ses longues nattes, on fit courir les branches flexibles du jasmin. Enfin, son cou se trouva entouré d'un collier de fuchsia, artistement arrangé, et à la ceinture de son entaré de mousseline blanche, Fatma plaça un magnifique dahlia. Ainsi parée, la jeune fille était adorable. Un voile fort léger fut posé sur sa tête, et sous son haie de gaze de brousse transparente, on pouvait apercevoir sa taille fine et son corsage entrouvert. Les orientales, qui se couvrent religieusement le jour, dédaignent pour la nuit ces précautions inutiles, les chemins étant sombres, les passants fort rares, le yakmak ne laissant voir que les yeux, et remplacé par un voile de gaze couvrant à peine les cheveux. Quant au ferradjé,
Ce grand manteau à double pèlerine auquel les Hanoum ont su donner une grâce toute particulière, il est abandonné pour l'abbaye ou burnous de gaze de soie qui tombe jusqu'aux pieds. On dit à ce sujet que les amoureux se promènent de préférence le soir aux environs de la demeure de leur bien-aimé la nuit, qui met un voile épais sur toute la nature, ayant le privilège d'enlever celui des musulmanes. Le dîner donné par Fatma s'était prolongé assez tard, et lorsque le harem, escorté par les eunuques, reprit sa marche vers Brousse, il pouvait bien être près de minuit. Les heures s'écoulent vite, quoi qu'on en dise, dans les parties de plaisir organisées par les femmes turques. Lorsqu'un harem va dîner à la campagne, il se trouve toujours suivi par un immense char à bœufs contenant des plateaux couverts de mets délicieux, des corbeilles remplies de fruits, des coussins, des tapis, des lanternes chinoises, des feux d'artifice et des musiciens. L'argenterie, la vaisselle, le linge brodé d'or, tout cela est apporté au grand complet. On reste 2 heures à table pour faire honneur à ces festins champêtres, luxueux et abondants. Le repas que Fatma avait offert à la fille du cheikh Ul Islam était digne de sa richesse et de sa générosité. Lorsqu'il fut terminé, on abandonna la table aux esclaves, qui la cédèrent ensuite aux pauvres, que ces parties de plaisir attirent toujours, même dans les coins les plus reculés de l'Asie, car hélas, il y a des pauvres partout. Après le dîner, les musiciens firent entendre leurs charkis, notes, airs turcs, les plus harmonieux, puis un feu d'artifice tiré par les eunuques réveilla brusquement les oiseaux qui dormaient dans les branches d'arbres et commencèrent à gazouiller, prenant les feux de Bengale pour les feux de l'aurore. Les torches allumées, le harem se mit en marche pour rentrer à Brousse. Gul, entouré des esclaves et suivi des vieilles cadines, écoutait les joyeux propos qui s'échappent toujours de la bouche folle des jeunes filles. Gul riait et descendait rapidement le chemin qui mène à la ville, soutenu sous les bras, selon la mode orientale, par 2 esclaves. 2 brunes filles de l'Égypte, au corps svelte, au teint doré, à la bouche vermeille et toujours souriante. « Aïcha !» cria tout à coup une voix fraîche, interpellant une des Égyptiennes. « Chante donc à la Hanoum cette nouvelle mélodie que l'on dit avoir été faite pour elle. »« Pour moi ?» dit Gul troublé. « Ah, je sais, fit Aïcha, la romance de l'invincible !» Et elle entonna, tout en marchant d'une voix claire et limpide, la romance qu'avait composée Faïd Bey un soir au palais d'Alemdag. Pourquoi donc, belle Gul, te nommer invincible, etc. La jeune fille écouta avec une fiévreuse attention cette mélodie passionnée et triste tout à la fois. Hélas, n'était-ce pas une prophétie qui ne s'était que trop vite réalisée ? Pourra-t-on te nommer invincible toujours, comme il avait raison le poète, de douter que ce cœur indifférent ne tarderait pas à s'ouvrir. Invincible, elle ne l'était plus, certes. Qui a écrit cette poésie ? Qui a composé cette ravissante musique ? Demanda Gul Hanoum en s'arrêtant et interrogeant d'un regard anxieux les doux visages qui l'escortaient. Un homme qui vous aime sans doute, Hanoum, un de ces amoureux sans espoir, comme vous en avez tant à Stamboul. Oh oui, il m'aime, je le sens, car ses paroles m'enflamment, dit-elle avec émotion. Aïcha, redites cette romance, je veux l'entendre. Je veux la chanter à mon tour. Celui qui l'a faite mérite bien cette faveur. Il y eut un léger murmure de surprise parmi les esclaves, quand Gul Hanoum, la fière musulmane, si grave, si réservée, eut osé déclarer ainsi sa sympathie pour un inconnu. Redites cette mélodie, Aïcha, dit à son tour Fatma, qui venait de s'avancer. Quant au poète, dont vous voulez savoir le nom, cher Gul, il s'appelle Faïd, est chambellan du sultan et est dans ce moment à Brousse. Gul étouffa un cri de surprise. Mais se remettant aussitôt et poursuivant sa marche au bras des Égyptiennes, elle fredonna avec elles la mélodie qu'elle voulait apprendre.
C'est peut-être lui, pensa-t-elle, mon mystérieux sauveur. Tandis que le harem du cheikh Ul Islam et celui de Fatma revenaient vers Brousse en éclairant la route, Abdul-Medji, à la veille de son départ, avait voulu faire une dernière promenade solitaire. Il était parti sans escorte, chevauchant au hasard dans les chemins bordés d'oliviers et de haies de mûriers. Courant tantôt ventre à terre, tantôt ralentissant l'allure de son cheval, en proie à cette nostalgie sans remède que les Anglais appellent spleen et les Turcs mérak, mal impitoyable qui vient toujours du cœur et finit par le briser. Le sultan gravissait donc lentement une route montueuse, sombre et déserte, lorsqu'il aperçut tout à coup des lumières en haut de la colline, un groupe de femmes, et entendit l'écho de chants mélodieux. Naturellement sauvage et ne voulant pas à tout prix être reconnu, Abdul-Medji poussa son cheval dans un épais fourré de jeunes oliviers qui bordaient la route. Ainsi caché, il attendrait que la bande joyeuse fût passée pour continuer sa promenade. À la lueur des torches que portaient les eunuques, il vit, en se penchant, 3 charmantes filles qui passaient en chantant. Le cœur du sultan bondit. En reconnaissant l'une d'elles, c'était Gul Hanoum, ravissante dans sa robe blanche, avec sa parure de fleurs naturelles, ornant ses cheveux et son corsage. Les yeux animés par le plaisir, les joues un peu plus colorées qu'à l'ordinaire, la bouche entr'ouverte laissant passer un refrain que le sultan connaissait bien et qui lui rappelait la première nuit où il avait entendu parler d'elle. Gul, l'invincible, connaissait la chanson que Faïd avait composée pour elle. Elle la chantait avec une expression langoureuse qui faisait frémir le sultan. Comment avait-elle appris cette romance? Faïd Bey avait-il eu l'audace de la lui envoyer, ou quelque courtisan indiscret avait-il déjà répandu cette improvisation à Stamboul? Pendant qu'Abdul-Medji se posait en lui-même ces questions, le harem s'éloignait avec les lumières, les chants, les rires. Le sultan sortit de sa cachette, tout palpitant d'amour. La vue de celle qu'on aime suffit pour réveiller en sursaut la passion que l'on croyait endormie, tout en frémissant de colère, car il ressentait pour la première fois de sa vie l'aiguillon de la jalousie, douleur ignorée d'un sultan, un sultan n'ayant jamais de rival. Chapitre 17. Le mercredi suivant était le 2e jour du mois de Ramazan. La journée chaude, bien longue pour ceux qui observent le jeûne, s'était écoulée à Stamboul au milieu d'un calme relatif. Les ministères, les tribunaux fermés, ainsi que les cafés, la vie musulmane se trouve entièrement vouée au repos et à la prière, diminuant ainsi les affaires et le nombre des passants. Le chapelet avait remplacé la cigarette dans la main fiévreuse des Turcs. Bien mal vu est le chrétien qui s'avise de fumer devant eux. Le yakmak des femmes a doublé d'épaisseur, mais aussi elles s'occupent fiévreusement des toilettes du Bayram, où, en un jour de fête, elles dépenseront en élégance la rigueur d'un mois de simplicité. Les nobles Hanoum ne sortent pas sans un flacon de sel, qu'elles tiennent sous leurs narines, avec affectation. Il est de très bon genre de laisser voir que le jeûne affaiblit et que l'on craint de tomber en défaillance. Les esclaves, au teint pâli, qui font les commissions de leur maîtresse chez la couturière française à Péra, ou vont acheter des provisions pour l'iftar du soir, respirent un citron ou une bergamote en guise de flacon. Lorsque la journée s'achève et que le coucher du soleil, annoncé par un coup de canon, rompt le jeûne, aussitôt les femmes portent à leur bouche altérée un fruit caché dans leurs larges manches ou un gâteau glissé dans leur ceinture, et les hommes, pour lesquels le jeûne
n'a rien d'aussi pénible que la privation de fumer, allume vivement une cigarette préparée 1 heure à l'avance. Dans les harems, aux persiennes hermétiquement closes pendant le jour, on sert après la prière un repas succulent et des plus choisis. C'est le fameux iftar ou souper de Ramazan, auquel sont toujours conviés de nombreux amis. On a dormi toute la journée et le soir venu, les hanoums, gaies et pimpantes, organisent de petites fêtes pour leurs hôtes, danses, chants, récits merveilleux. Car il existe encore dans les konaks turcs la passion d'écouter les histoires. Blotti sur le sofa après s'être rendu à la mosquée voisine, fumant la cigarette ou terminant un ouvrage européen, crochet et tapisserie, les femmes turques sont tout oreilles aux récits plus ou moins fantastiques qu'une vieille cadine est toujours prête à raconter. Naïve, ignorante, elle jette de grands cris aux énumérations que le narrateur ne manque pas de faire sur l'Europe, le pays des merveilles, ni plus ni moins que les enfants européens, voire même quelques grandes personnes qui se pâment en lisant les descriptions merveilleuses qu'on leur fait de l'Orient. Chez Réchil de Molla, on avait observé fidèlement la coutume de fermer tous les rideaux et d'abaisser tous les treillages. Les fenêtres d'un konak musulman pendant le Ramazan doivent ressembler à autant d'yeux fermés à l'ardeur du soleil profane que tout vrai croyant ne doit voir qu'en songe. Vers 3 heures de l'après-midi, la ruelle, où se trouvait située la demeure du mollah, était des plus solitaires. Il y eut pourtant un jeune homme, vêtu d'une large houppelande d'alpaga, le fez enfoncé sur les yeux et le chapelet de nacre en main, qui s'y hasarda à cette heure-là, dévorant des yeux la fenêtre close d'Azibet Hanoum, sous laquelle il passa en murmurant à demi-voix la chanson populaire « Viens ma beauté ». Le passant était sans doute attendu, car la fenêtre s'ouvrit silencieusement derrière le grillage, et de grands yeux noirs apparurent entre les treillis en bois de roseau. « Vous apportez votre kitab de prière, Bey Effendi ?» demanda une voix douce et un peu tremblante. « Oui, chère cousine, répondit le jeune homme, qui s'arrêta, mais sans tourner la tête du côté de la maison du mollah, si bien qu'on n'aurait jamais pu se douter qu'il parlait avec quelqu'un. Je vous confie ce travail, Azibet, continua-t-il. C'est la seule branche d'espoir vers laquelle mon cœur tend à s'attacher. Être le sourire de mon père, après en avoir été le souci, réparer par une vie exemplaire les légèretés que j'ai commises, voilà mon ambition. Et surtout, entendez-le bien, Azibet, vous entendre m'appeler du doux nom de fiancé. Djellal Bey mit une telle expression de tendresse en disant cette dernière phrase qu'on aurait pu croire que ce désir était plus grand que celui exprimé auparavant. Azibet Hanoum rougit de plaisir derrière son grillage. Heureusement, le jeune officier était dans l'impossibilité de remarquer cet indice flatteur pour lui. Il entendait sa cousine, mais ne la voyait pas. « Donnez-moi donc le livre, dit vivement la jeune fille, et qu'Allah m'inspire un moyen de le présenter au mollah. Je ne sais pourquoi, j'augure beaucoup de bien de ce présent pieux. » Elle souleva un peu le grillage en disant ces mots et passa sa main pour saisir le livre que Djellal Bey venait de tirer de sa houppelande. Au moment de toucher la tranche du paroissien, les lèvres de l'officier vinrent s'interposer entre lui et les doigts d'Azibet qu'elles effleurèrent. À ce contact, la main frémit, saisissant le volume qui disparut avec elle derrière la fenêtre. « Au revoir et merci, ma cousine, » dit le jeune homme en s'éloignant de quelques pas. « Ce soir, à la mosquée, je vous attendrai. Et si vous avez quelque bonne réponse à me donner, portez à votre Féredjé la fleur de Ghazi que vous trouverez dans le livre. Sinon, passez devant moi sans me regarder. On n'a pas besoin de lire
une sentence de mort. On la devine. Adieu, mon cousin. Allah vous protège. La fenêtre se ferma tout à fait et Djellal Bey continua sa route vers l'habitation qu'il occupait et où nous avons déjà suivi une fois Azibé Hanoum. Là encore, tout semblait dormir. Quand Djellal frappa le marteau de la porte, on lui ouvrit pourtant. Son esclave, Nedjibet, veillait et l'attendait. « Eh bien, lui demanda-t-elle, avec une familiarité qui lui était bien permise, « avez-vous vu Azibé Hanoum? Se charge-t-elle de remettre votre kitab ?» En faisant cette double question, les lèvres de Nedjibet tremblaient légèrement, et malgré son sourire, on eût dit qu'elle redoutait la réponse qui allait lui être faite. « Oui, cette chère enfant veut bien s'exposer pour moi à braver la colère du mollah, répondit Djellal, très confiant dans le dévouement de son esclave et n'ayant pas de secret pour elle. Oui, j'espère que ma réclusion volontaire s'achèvera bientôt. Je le pense aussi, reprit Nedjibet, tout en parlant. Elle enlevait avec sollicitude les galoches et la houppelande de son maître. Ce que je crains seulement, continua-t-elle, c'est que vous ne soyez obligé, ainsi que je vous l'avais conseillé tout d'abord, de demander vous-même au mollah ce pardon qu'Azibé Hanoum n'a pu encore obtenir. Croyez-vous donc, mon cher Bey Effendi, fit l'esclave avec tendresse, et se mettant à genoux devant Djellal, qui s'était étendu sur un sofa, croyez-vous que votre père soit réellement aussi inhumain que se figure la Hanoum? Je suis certain qu'Azibé a fait tout ce qu'il était possible pour nous réconcilier. Et si elle a échoué? Elle l'a fait, je le sais, répondit Nedjibet sans quitter son humble posture. Mais des paroles aussi persuasives qu'elles puissent être ne produiront jamais l'effet de votre présence. Vous êtes si beau, si noble, si sympathique. Qui pourrait résister à mon cher Bey? Qui pourrait lui refuser un généreux pardon? Réchid Mollah n'est pas sans avoir appris vos faits d'armes dans notre dernière insurrection et l'estime dont vous honorait Sa Majesté. Malgré son ressentiment, il doit être fier d'avoir un tel fils. L'orgueil est de tous les sentiments celui qui touche le plus le cœur de l'homme. C'est pour lui et par lui qu'il agit, et souvent il lui sacrifie son amour ou son honneur. Djellal Bey n'était pas plus parfait que ses semblables. Les louanges prodiguées par cette femme, dont il se croyait aimé, étaient comme un baume répandu sur les blessures de son cœur. Il sourit à sa maîtresse, et tout en lui préférant la vertueuse Azibé, il se dit qu'elle avait bien quelque droit à sa pitié, puisqu'elle l'entourait de tant de soins et de tant d'estime. « Tu crois cela, toi ?» répondit-il d'un ton de modestie enjouée. « Parce que ton Bey te semble le plus beau et le plus courageux, tu penses, pauvre Nedjibet, que mon père doit être de ton avis? Ah, si tu savais combien je suis loin de son cœur. » « Je ne comprends pas pourquoi la Hanoum vous décourage ainsi, répondit l'esclave, car c'est Azibé Hanoum, n'est-ce pas, qui vous fait du mollah un triste épouvantail. Remsi, votre nourrice, connaît elle aussi votre père, et n'est pas sur ce point de l'opinion de votre cousine. Azibé est un peu craintive, j'en ai peur, et pour vous plaire cependant, pour être votre femme, que ne braverait-on pas? Nedjibet eut une lueur sinistre dans ses grands yeux quand elle dit cela. Et Djellal, ne voyant en cette exaltation qu'un surcroît d'amour, tendit sa main à son esclave qui la couvrit de longs baisers. « Oh, lui dit-elle avec passion, vous aimera-t-elle jamais comme je vous aime? » Hélas, fit Djellal redevenu sombre, peut-être dis-tu vrai. Azibé ne m'aime pas assez, et sa froideur
pour moi ralentit son zèle. C'est ainsi qu'une insinuation jalouse étouffait peu à peu, dans le cœur de l'officier, la confiance qu'il avait mise en sa fiancée. Habitué aux faciles conquêtes, aux amours d'une heure, son âme n'était point libre d'embrasser une passion unique, un sentiment pur et honnête. Nedjibet, sensuelle et câline, parvenait quelquefois à le troubler, à le faire douter de l'amour sincère qu'Azibet lui avait toujours montré. Si vous m'en croyez, Bey Effendi, à cheval esclave, vous irez ce soir chez le mollah en sortant de la mosquée, et vaincrez seul les scrupules de la trop tendre Azibet. J'irai peut-être, nous verrons, si ma cousine ne me donne pas d'espoir. Disant ces mots, Djellal Bey s'allongea sur les oreillers de soie pour dormir, tandis que Nedjibet chassait avec un grand éventail les mouches qui pouvaient l'importuner. Chapitre 18. Le canon avait retenti, et du haut de tous les minarets, le chant de la prière s'élevait en notes stridentes. Allah, Mohammed est grand, Mohammed est le prophète, criaient les muezzins de leur voix sonore, tandis qu'en se bouchant l'oreille droite d'une main, ils jettent sur la ville réveillée, en sursaut, l'annonce de la prière. Pendant que les fidèles se pressaient aux abords des mosquées, celles-ci s'illuminaient comme par enchantement. Des colliers de feu entouraient les minarets, les coupoles, et se croisaient dans l'air d'un minaret à l'autre, soutenant des noms d'apôtres vénérés. Hussein, Ali, Osman, Ahmet brillaient en lettres lumineuses, ou bien encore des dessins fantastiques suspendus dans l'espace, en verre blanc scintillant, comme des étincelles. C'est un effet magique que celui qu'éveille une nuit de Ramazan à Stamboul. Figurez-vous cette ville, un peu surélevée, entre les deux bras de mer qui l'enlacent, hérissée de coupoles et de minarets ruisselants de feu, éclairant la nuit sombre pour ne s'éteindre qu'avec le jour, et cela pendant tout le mois que dure la pénitence musulmane. Les rues mornes et silencieuses se sont soudain animées, les boutiques sont ouvertes, illuminées aussi pour toute la nuit, les passants armés de lanternes ajoutent à l'éclairage général la lueur colorée de leurs fanals. Il ne faut pas oublier que Stamboul n'est pas éclairé au gaz, et que fantassins et cavaliers doivent tous être munis d'une lanterne.